Et salut toi! Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo assez particulière parce qu'elle a été faite avec une amie et collègue, j'ai nommé la grande Tata Nexua, alias Maritza Jaillet pour son petit nom de plume. Il y a quelques semaines, Maritza a lancé un sondage sur Twitter dans lequel elle te demandait quel était le plus gros cliché que tu avais entendu sur l'auto-édition. Mais petite être naïf, tu devrais t'habituer maintenant avec Maritza, parce que dès le début, en fait, on avait prévu d'en faire un top 10 des clichés. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça l'a bien fait marrer tous ceux et celles qui ont dit « Mais on pourrait tout cocher, ça va fausser les résultats !» En fait, c'était tout simplement pour pouvoir confirmer ou infirmer ce qu'on avait déjà entendu. Coucou, c'est Tata Nexua, et oui, je viens squatter la chaîne de Mélanie Desforges justement pour ce magnifique top 10. Installez-vous confortablement, profitez et je laisse la parole pour le cliché numéro 1 à Mélanie. Attache ta ceinture parce que ça va se secouer. Cliché numéro 1. L'auto-édition, c'est la destination des auteurs qui ont été refusés en édition. Ah mais alors ça on l'entend tout le temps. Et en fait même des fois lorsque les auteurs n'ont jamais soumis de tapuscrit en fait à une maison d'édition. Tu sors un livre en auto-édition ? C'est forcément parce que tu as été refusé. Et d'où ça vient ? Ça vient tout simplement de l'idée que l'édition traditionnelle c'est la norme et que l'auto-édition c'est anormal forcément. Et ça vient aussi de l'histoire avec un grand H. Si on s'en tient strictement au sens étymologique des mots, finalement en fait l'édition des livres c'est quelque chose d'assez récent puisque ça va pas apparaître avant l'impression inventée par Gutenberg en 1440. Avant ça, du coup, on ne faisait pas de copie, donc il n'y avait pas de publication d'édition de bouquins. Avant l'avènement de l'imprimerie, les auteurs se contentaient d'écrire leur manuscrit et finalement ils le commercialisaient peu, voire pas du tout. Bon, clairement, en fait, le manque de commercialisation des bouquins et de publication, ça vient du fait qu'il n'y avait pas de machine pour faire des copies. Donc du coup, les seuls bouquins qui étaient reproduits, c'était les œuvres religieuses et c'était fait par des moines. Avec l'émergence de l'imprimerie et puis avec l'édition précoce, il y a eu forcément une espèce d'augmentation de la littérature, même si ça s'est fait de façon assez lente à cause de la censure. Mais du coup, forcément, les éditeurs, en voyant cette demande qui augmentait, ils sont devenus de plus en plus pointilleux sur toute la qualité qu'ils demandaient. Et c'est ainsi qu'est née l'auto-édition. Face aux rejets éditoriaux, les auteurs ils ont décidé du coup de s'auto-éditer et ils l'ont fait avec le seul moyen qu'ils avaient à l'époque, c'était du coup la presse écrite. Et c'est ainsi que tu te retrouves avec des auteurs comme Virginia Woolf qui s'est lancée ainsi. Elle et son mari en fait ont tout simplement ouvert une mini-imprimerie dans leur salon et voilà, c'était fait. T'as par exemple aussi Jane Austen qui après plusieurs refus éditoriaux a décidé tout simplement de lancer son bouquin en auto-publication. Et on peut dire que Jane Austen a assez bien réussi. Mais malheureusement cette idée elle est super ancrée, alors qu'en fait il y a plein de raisons qui font qu'un auteur a envie de se tourner vers l'auto-édition. L'auteur peut tout simplement vouloir une autonomie complète ou pouvoir avoir un contrôle sur tout le processus de production, ou encore, tout simplement, offrir au lecteur quelque chose de totalement personnel. L'auto-édition, c'est un truc qui est assez courant finalement dans les bandes dessinées, et tu as un exemple pour ça, c'est tout simplement Astérix. L'auto-édition, c'est un choix. Alors oui, bien sûr, t'as certains auteurs qui ont été refusés et du coup sont déçus suite à ça et décident de se lancer dans l'auto-édition. Mais quand tu les interroges, finalement, ces auteurs sont assez minoritaires. Le manuscrit, en fait, il peut très bien avoir été pris en maison d'édition, mais l'auteur a choisi l'auto-édition. Effectivement, toutes les sagas que je vais ressortir ou sortir bientôt en auto-édition ont reçu au moins 3 réponses positives de ME, sachant que j'en avais envoyé à 4 ou 5. Alors certains diront sûrement que je crache sur un très bon contrat, que je pourrais mais ne pas me casser la tête et puis signer et puis basta. Et c'est vrai, mais c'est mon choix, parce qu'à part les corrections éditoriales, et la pub, et la négociation de contrat, et... Stop, je crois que c'est bon, ils ont compris. Non mais l'auto-édition de toute façon c'est bas de gamme, de mauvaise qualité, non mais faut pas en lire. Ça c'est une idée reçue et qu'on te ressort mais à toutes les sauces. C'est bourré de fautes, y a pas de mise en page, et puis de toute façon c'est des trucs en vrac, et puis le scénario il est nul, et puis... Hey, t'oublieras pas de ne pas du tout justifier le texte, hein. Ouais, ce truc là, non, il faut pas que ce soit droit, hein, parce que sinon justement il se bousille pas assez les yeux, hein. C'est exactement ce qui a amené la polémique du machin. Et c'est pour ça que vous pouviez avoir justement le hashtag team machin, ou que certains justement ont mis dans leur bio team machin. Alors cela vient justement d'un ou d'une libraire qu'on ne nommera pas, qui estimait que les auteurs auto-édités n'écrivaient pas des livres, mais des machins. Il suffit effectivement de voir le nombre d'auteurs qui sont extrêmement intéressés par une vidéo sur la typographie, car ils ont envie justement d'apprendre et de savoir.
Ou encore aussi la mise en page car ils ne veulent pas bâcler leur travail. Mais tout à fait. Même si c'est vrai que certains auteurs et auto-édités peuvent ne pas faire l'effort et du coup forcément nuire à la réputation des autres. Et puis même si tu prends un correcteur, en fait tu peux te faire avoir. Parce que oui, parfois on paye ultra cher un correcteur et puis quand le bouquin il sort, le lecteur il te dit qu'il y a plein de fautes. Et là, c'est à l'auteur en fait d'assumer après. Je rappelle que les petites maisons d'édition et même les grandes peuvent laisser beaucoup de coquilles, beaucoup. Et pourtant, on en entend moins parler. Ça m'est quand même arrivé dans un livre Hachette Roman de voir des horreurs et c'était pas de l'ordre de 10 coquilles, et non, il y en avait beaucoup plus. Et je l'ai signalé et ils ont fait quand même le nécessaire. Mais d'autres éditeurs ne modifient pas et trouvent souvent comme justification « Non mais les lecteurs ne verront pas et puis sinon de toute façon en AE c'est pire ». Cliché numéro 3. L'auto-édition, c'est une impasse, on peut pas percer. C'est effectivement une idée reçue comme quoi justement ce mode de publication serait secret, qu'on ne pourrait pas atteindre beaucoup de ventes ni le succès tant espéré par certains. Et 50 nuances de Grey, ou encore Les gens heureux lisent et boivent du café? Ces deux ouvrages qui ont connu un succès mais considérable auprès du grand public, ont d'abord été auto-édités, avant de se voir ouvrir les portes du monde de l'édition traditionnelle. Ils avaient simplement réussi à trouver leur public et le captiver grâce à leur histoire. Le bouche à oreille a ensuite fait son œuvre. On notera par ailleurs, j'en ai parlé dans la vidéo Recevoir un avis négatif de maison d'édition, que l'auto-édition est loin d'être inintéressante dans la mesure où les maisons d'édition traditionnelles peuvent garder un œil très attentif sur les livres auto-édités, et notamment ceux qui se vendent particulièrement bien durant les premières semaines suivant leur sortie, ceux qui connaissent un succès mais soudain même longtemps après la publication. Delphine Giraud, autrice de 6 ans à t'attendre, a par exemple été repérée plus d'1 an après la sortie de son livre. Les maisons d'édition savent en effet que des pépites peuvent se glisser dans cette branche du monde de l'édition. De fait, elles sont susceptibles de proposer des contrats pour les œuvres les plus prometteuses. De plus, auto-édition ne veut pas dire fin de la partition. Vous voulez adapter votre ouvrage? Vous pouvez le faire très bien en tant qu'auteur auto-édité. Why not? Ne vous inquiétez pas, on verra ça prochainement, oui, dans une vidéo. Non, mais en auto-édition, de toute façon, les revenus sont très bas, on ne peut pas en vivre. Encore un cliché. Alors ça suit souvent le en mode vous n'êtes pas partout, vous êtes moins visible, vous gagnerez moins d'argent. Alors certes, mais il faut relativiser. Déjà, les sous-sous, ça dépend de plusieurs facteurs. Il faut prendre en compte les coûts de fabrication, la marge aussi qu'on se prend, l'histoire aussi, tout simplement, qui doit intéresser, mais aussi la stratégie marketing, le branding, plus exactement, comme dirait justement Laricot. 2 secondes, ça, t'en avais pas parlé sur ta chaîne, justement? Eh oui, Mélanie, effectivement. Car un auteur AE qui souhaite vivre de sa plume doit avoir connaissance du marché. Le livre est un produit. Et comme tout produit ou objet, il doit susciter l'envie. Que ce soit la couverture, le titre qui doit être accrocheur, le résumé ou aussi les illustrations s'il y en a. Mais en plus, les gens qui disent ça, ils sont au courant de ce qui se passe dans l'édition traditionnelle? Ah oui, dans une autre mesure, contrairement à l'édition traditionnelle dans laquelle un auteur touche entre 8 et 15% brut, hors taxe en plus du prix de vente, Alors oui, ne vous inquiétez pas, on en parlera, puisqu'il y a effectivement aussi des ME qui font plus, mais ça reste rare. On touche plus en auto-édition. Pour ma part, c'est entre 20 et 25%. Après oui, on a plus de frais, mais finalement si je compare 6 mois d'auto-édition et 6 mois d'édition, alors que je rappelle que j'ai quand même plusieurs écrits en édition traditionnelle, j'ai un score un petit peu plus positif en auto-édition. Et dis-moi, y a pas aussi ce cliché qui te dit que ça y est, t'es en auto-édition, donc forcément t'es richissime? Ah si. Et pourtant ça dépend encore de nos petits facteurs. Évidemment, on ne joue pas dans la même cour en fonction des frais qu'on a engendrés, des livres aussi également qu'on a, de notre marge, on en a déjà parlé, mais aussi du genre, parce qu'il y en a certains, parfois, qui vont décoller plus que d'autres, et même parfois aussi plus vite que d'autres. Cliché numéro 5. L'auto-édition, ça intéresse pas les lecteurs. Faux. Et déjà, d'où vient cette idée reçue? On l'entend à la télé, à la radio, on peut même l'entendre sorti de la bouche de certains libraires assez conservateurs, on va dire, et puis surtout sur les réseaux sociaux, dans le débat auto-édité, maison d'édition. Ah non, mais moi je comprendrais jamais franchement cette guéguerre. Ah non, mais t'es en AE, de toute façon je te déteste. Ah non, mais toi t'es en ME, mais va mourir. Et pendant ce temps-là, les hybrides s'en tamponnent. Et puis finalement, en fait, t'as beaucoup de lecteurs qui même en ont marre du schéma classique que tu retrouves dans les maisons d'édition, des codes qui sont repris à chaque fois, et ils cherchent justement avec l'auto-édition des pépites, quelque chose qui va sortir de l'ordinaire et des livres totalement what the fuck.
Petits instants auto-promo. Oui, alors sur ma chaîne, en fait, tu peux retrouver une série qui s'appelle J'ai découvert pour toi, où je te présente justement des auteurs auto-édités qui sont à découvrir, qui sont passionnants. Je ne te donne pas mon avis sur leur travail, mais je te présente leur travail. Et puis finalement, en fait, ce genre de vidéo, ça attire parce que les gens ont envie de connaître aussi des auteurs auto-édités. Cliché numéro 6. Auto-édité, c'est pas très compliqué. C'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Éditer un livre, c'est super facile, n'importe qui peut le faire. Alors oui et non. Alors oui, dans les faits, en fait, les modalités de publication d'un livre numérique, c'est très simple. T'as plein de plateformes qui vont t'aider et en quelques minutes, c'est réglé. Mais dire ça, en fait, ce serait parler uniquement de la partie haute de l'iceberg, en fait. Vous vous souvenez de Titanic? Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que la publication c'est une toute petite partie du travail. Parce qu'à côté de ça, on va aussi te parler des correcteurs, des alphas et puis des bêta lecteurs qui vont être payants, des maquettistes, des graphistes. On peut même te parler du community manager ou de quelqu'un qui va venir accompagner en fait en communication. L'auteur il va être amené à revêtir en fait plusieurs casquettes pour pouvoir mener à bien son projet. Et puis finalement tout ça, ça va te demander énormément de temps, beaucoup d'investissement, mais aussi de formation. Et d'ailleurs, c'est autant de temps en fait que l'auteur ne passe pas sur son prochain bouquin. Donc, est-ce vraiment simple? Est-ce qu'il suffit vraiment d'appuyer juste sur un bouton? Pas vraiment. Non, mais en vrai, les auteurs s'autopublient, hein, mais je suis certaine qu'ils plébiscitent quand même l'édition traditionnelle. Ça dépend. Je déteste quand t'as fait ça avec ce bruit là, c'est juste insupportable. Allez, je reprends mon souffle. Tout le monde n'a pas le même objectif. Certains veulent être repérés et espèrent aussi signer un contrat avec une maison d'édition. C'est le cas par exemple de 2 auteurs AE que je connais et qui ont choisi Librinova justement pour cette raison. Ah oui, vous savez, c'est une plateforme qui, à partir d'un certain nombre de ventes, on vous ouvre les portes d'un programme justement spécial et vous pouvez être repéré par une maison d'édition. D'autres, au contraire, ne veulent mais pas du tout entendre parler de l'édition traditionnelle. Que ce soit parce que tout simplement l'expérience auto-édition ça leur a plu, ou parce qu'ils n'ont pas envie d'entrer en fait dans l'édition traditionnelle. Alors oui, vous allez trouver justement des AE, mais 100% c'est non, pas d'édition traditionnelle, d'autres qui ne savent pas, ou d'autres encore qui disent oui à l'AE, mais qui ne sont pas du tout fermés à un contrat par exemple en édition traditionnelle. Et pour finir, ceux qui ont le statut hybride comme moi, qui sont édités et aussi également auto-édités. Non mais l'auto-édition, c'est pour les bourgeois, les gens au RSA, en somme, mais ceux qui n'ont que ça à faire. 3 personnes ont évoqué cette idée reçue. En gros, ça reprend un peu le cliché du riche oisif ou du RSAiste qui ne fait rien de ses journées à part glander sur un canapé. Et là, ce beau petit monde se dit un matin « Allez, si j'écrivais et vendais un livre !» Les préjugés ont la vie dure, alors d'où ça vient? Du fait que pour écrire un livre, il faut beaucoup de temps et donc ne pas travailler. Mais attends, écrire, c'est pas un travail? Et si, seulement la rémunération intervient après tout le processus d'écriture, bien après la publication. Comptez même jusqu'à 3 mois, voire aussi peut-être même 6 mois pour certaines plateformes pour toucher un petit peu d'argent. Donc en attendant, c'est compliqué. Alors oui, certains ont sûrement justement un bon pécule sous le matelas et peuvent arrêter de travailler et bien justement le temps d'écrire pour se consacrer uniquement à l'écriture. Mais en grande majorité, demandez aux auteurs auto-édités s'ils ne font qu'écrire. Ils vous répondront très fréquemment que non, puisque souvent ils cumulent les emplois. Alors rares sont ceux qui vivent entièrement de leur plume, mais ça arrive. Alors pour moi par exemple, je donne des cours particuliers, je dépanne en informatique et j'offre aussi mes services d'alpha lecture et de bêta lecture. En plus de mon travail d'autrice hybride, de chroniqueuse et de vidéaste, oui. Il est vrai qu'à 90% des auteurs AE avec qui j'échange ont un travail, souvent avec un contrat de 35 heures, et écrivent du coup le soir, les week-ends ou pendant leurs congés. Sans oublier que certains ont une famille, et parfois une famille nombreuse. Alors le reste, ce sont souvent des auteurs en chômage, en reconversion, en arrêt maladie ou à la retraite aussi. Oui, on a tendance un petit peu à oublier ça, mais c'est le cas de l'autrice à la belle plume. Coucou! Ah oui, vous pouvez tomber un jour sur un ouvrage AE et lire la biographie de l'auteur et vous dire « Ah ok, mais en fait, il fait rien de sa vie, en somme, il ne fait qu'écrire. » J'ai une pelle et un alibi. On s'en occupe? Pourquoi pas? Arf! Qu'écrire? Êtes-vous conscient du temps que ça prend d'écrire, de relire, de réécrire, de corriger, de recorriger, de recorriger et encore de relire, et tout le travail qui reste jusqu'à la publication?
Auteur, c'est un métier. Et comme tout métier, c'est pas en claquant des doigts que hop, un ouvrage apparaît et hop, il y a de l'argent qui arrive. Non. Discutez et ouvrez-vous aux auteurs auto-édités. Cliché numéro 9. De toute façon, avec les auto-édités, on peut rien leur dire, on peut rien critiquer. D'ailleurs, c'est revenu plus souvent sur Insta que sur les autres réseaux sociaux. Les auto-édités seraient tout simplement des êtres hyper sensibles à qui tu ne pourrais absolument rien dire. Alors en fait, comme tout auteur ou comme tout simplement tout être humain, bah oui, il arrive des moments où on n'accepte pas la critique et on n'a pas assez de recul pour pouvoir comprendre ce qu'on est en train de nous dire. Mais c'est humain. Sauf que ça, on est d'accord, hein, pour les auteurs en ME, c'est la même. Et oui, bien sûr que tu peux tomber sur un auteur auto-édité qui va être sûr de lui, qui va être accroché à son chef-d'œuvre et qui va refuser de t'écouter même quand tu lui diras en fait faut justifier le texte et puis faut mettre le prix sur la couverture parce que en fait c'est obligatoire. En fait, même avec des arguments, il se peut qu'il refuse de corriger, voire même qu'il t'insulte. Encore une fois, comme n'importe quel auteur. Donc, d'où ça vient? Certainement de la plus grande proximité que tu retrouves entre les auteurs auto-édités et puis leurs lecteurs ou les chroniqueurs, puisque ces auteurs-là vont être sur les réseaux sociaux, vont venir parler, commenter et puis interagir avec leur public, alors qu'un auteur en maison d'édition va le faire de façon quand même plus rare. C'est pareil, l'auteur en maison d'édition, il n'a pas toujours la main sur ceux qui vont chroniquer ses romans. Et si le chroniqueur ou la chroniqueuse en fait ne le tague pas sur la publication, en fait il va jamais s'en rendre compte. Et du coup pas de retour. Au contraire, en fait, chez les auto-édités, c'est eux qui vont chercher le chroniqueur, qui vont essayer d'attirer le lecteur. Donc il y a un lien qui se crée, il y a une intimité qui est vraiment là, quoi. Puis tu peux de toute façon aussi bien te faire insulter par un auteur de maison d'édition que par un auteur auto-édité. Hein. Je confirme. Mais bon, ce sera plus rare parce que généralement, en fait, t'as pas le même lien social, t'as pas la même proximité. En fait, ça va tout simplement dépendre de ce que tu vas lire ou chroniquer. Alors, c'est sûr que si tu lis que des auteurs auto-édités, forcément, tes menaces et puis tes insultes, elles vont venir d'auteurs auto-édités. C'est logique. Si tu lis tout et puis surtout en fait si tu lis depuis longtemps, tu t'es rendu compte que tu as évolué depuis et il y a certains points auxquels tu faisais pas forcément gaffe au début et aujourd'hui tu vas venir vraiment t'attacher à ça ou même être plus titilleur en fait dessus. L'exemple en fait le plus marquant ça va être celui de la justification. Alors oui, c'est vrai qu'à force de le marteler, de le répéter en continu, on devient un peu plus pointilleux par rapport à ces points-là. Mais finalement, en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça se trouve, l'auteur en face a eu un problème au niveau de la mise en page. Ou a tout simplement zappé cette règle et va s'empresser en fait de la modifier. On reste zen. Et chers chroniqueurs, chères chroniqueuses, si l'auteur t'insulte, tu sais quoi, t'as juste à utiliser la méthode de Tatanix, tu as le get out, ou la mienne que j'ai appelée le galop-galop. C'est-à-dire que tu réponds pas, tu les laisses galoper. Non mais de toute façon, l'auto-édition n'a pas d'avenir, hein. Faut toujours garder une option et on tradit. Alors c'est une idée reçue que j'ai lue dans beaucoup de débats, surtout entre 2019 et 2020 sur l'AE, et essentiellement sur Twitter. Alors ça a provoqué des dramas, l'AE va démolir l'édition traditionnelle, l'AE est trop jeune, ça va s'effondrer, il n'y a aucun recul. Et promis, on vit pas dans ma dystopie. En réalité, l'AE fait de plus en plus d'heureux, et est une méthode qui touche de plus en plus de monde. Et est-ce que ça va détruire l'édition traditionnelle? Pas certain. En tout cas, ça bouscule la chaîne de l'édition et c'est, pour ma part, une très bonne chose. Car l'auteur, en fait, est trop souvent oublié dans tout ça. C'est quand même l'auteur qui écrit, mais non, on a tendance à l'oublier. Voir la réflexion de la Ligue des auteurs, ainsi justement qu'un schéma qui est ressorti dans un certain journal récemment, alors que tout le monde est au courant depuis juste des années. Mais oui, l'auteur est souvent écarté. Est-ce que l'AE a un avenir? Oui. Faut-il se garder une option en traditionnel? À vous de voir ce que vous désirez. L'AE permet une rémunération régulière, permet d'avoir l'œil sur ses ventes. C'est ce qui manque d'ailleurs en édition tradi, et l'AE se développe de plus en plus. Les ME sont de leur côté historiques, ont une machine bien rodée, un processus éditorial léché et brassent encore beaucoup d'argent, sans oublier que pour certaines, beaucoup les estiment plus légitimes, on y reviendra très vite. Je ne les mettrai pas en opposition, ce sont deux choix différents et l'un l'autre ont des avantages, des inconvénients et souffrent encore malheureusement d'idées reçues. Bon Mélanie, c'est bon, on les libère ? Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les clichés de l'auto-édition présentée avec Maritza. D'ailleurs, je t'invite à aller tout simplement voir sa chaîne et à t'abonner à tous ses réseaux sociaux parce qu'elle est assez cool quand même. Ouais, elle est cool comme meuf. En tout cas, suis-la.
Et puis bah, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Et puis si tu veux nous soutenir toutes les deux, on a chacune notre page Tipeee, donc tu peux aller y faire un tour. En tout cas, je te dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur un autre sujet. Bah tu sais quoi, faut rester connecté et puis tu retrouveras cette vidéo sur la chaîne de Maritza justement. Donc reste connecté et puis à bientôt. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie. Et puis bah Maritza aussi du coup.